Dans la salle d'audience, je portais la médaille d'honneur. Ma mère a hurlé, « Enfant bâtarde, enlève cette chose !» Ma sœur a chuchoté, « Tu n'auras jamais ta place ici !» Elles ignoraient, cependant, que le silence d'un ranger est une déclaration de guerre. Je m'appelle Paige Mercer, et je suis capitaine. J'ai 35 ans, je suis infirmière de combat dans l'armée américaine, au sein du 75e régiment de Rangers, et je suis basé à Hunter Army Airfield, à Savannah, en Géorgie. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais assise, le dos bien droit, sur le banc en bois dur, à l'intérieur du tribunal du comté de Chatham. L'air était lourd, imprégné de l'odeur du vieux chêne, et du Chanel numéro 5, le parfum signature de ma mère, Geneviève Thorne. Elle était assise en face de moi, élégante dans sa robe Oscar de la Renta, chaque pli étant parfait, et son collier de perles Mikimoto serré autour de son cou, tel une corde de jugement. À côté d'elle, ma sœur, Isolda Thorne, avocate d'affaires et mondaine du Sud, tapotait sa montre Cartier, visiblement irritée que cette procédure empiète sur son emploi du temps. Pour elle, je n'étais qu'une tâche, une imperfection dans leur vie manucurée. Un ranger en grand uniforme bleu, totalement déplacé au milieu des costumes Armani, et des soies pastel. Je sentais les regards peser depuis la tribune, ces visages familiers du club de golf local, des amis de la famille, qui chuchotaient maintenant, comme si j'étais devenu une légende urbaine honteuse. Ce sont ces mêmes personnes qui, autrefois, me tapotaient la tête lors des garden parties. Lorsque le greffier a appelé mon nom, capitaine Paige Mercer, je me suis levé. Le son de mes bottes cirées a résonné sur le sol en marbre, comme un coup de fusil, dans une chapelle silencieuse. Je me suis avancé vers la barre des témoins, la médaille d'honneur brillant sur ma poitrine, sous la lumière du plafond. Et c'est à ce moment-là, que ma mère a explosé. Geneviève a bondi de sa chaise. Sa voix, d'ordinaire aussi douce qu'un mint julep lors d'un brunch, s'est brisée, pour devenir quelque chose d'aigu, et de vicieux. Enfant bâtarde, tu as souillé le nom des Thorne. Enlève cette honte de ta poitrine. Ces mots ont tranché l'air. Enfant bâtarde, a-t-elle hurlé encore, et la salle d'audience a plongé dans un vide, un silence stupéfait. Même l'huissier s'est figé. Puis Isolda s'est penchée en avant, la voix basse, et venimeuse. Tu n'as jamais eu ta place ici. Même cet uniforme ne te va pas. Mes poumons se sont bloqués. Je n'ai pas pleuré. Le combat m'avait appris à rationner mes larmes, tout comme mes provisions. Au lieu de cela, j'ai regardé droit dans les yeux le juget, un homme dont les cheveux argentés, et les yeux fatigués, avaient vu bien trop de drames à Savannah. Je voulais qu'il voie, que je ne flancherais pas. Délibérément, avec le même respect que l'on accorde au pliage d'un drapeau, lors des funérailles d'un camarade, j'ai détaché la médaille de ma poitrine. Je l'ai posée sur la table en bois verni, à côté du microphone. Le cliquetis du métal sur le bois fut discret, mais, dans mes oreilles, il a résonné comme un coup de tonnerre. Ce silence était ma rébellion. Ce silence criait plus fort que n'importe quelle réplique que j'aurais pu formuler. Puis vint l'embuscade. L'avocat d'Isolda, Sterling Chase, un homme qui transpirait l'arrogance des country clubs, s'est avancé tel une silhouette de vautour, encerclant sa proie. Le capitaine Mercer, a-t-il dit, la voix glissante de mépris, est accusé non seulement d'avoir manipulé une famille en deuil, mais aussi d'avoir pratiqué une intervention médicale non autorisée, qui a mis en danger la vie du général Harrison Thorne. Il a brandi une photo. Moi, en train d'ajuster la perfusion de mon père. Je me souvenais de ce moment. Je venais juste de nettoyer une escarre, et de changer sa poche de sérum physiologique. La légende de Sterling, acte médical non autorisé, avec des conséquences potentiellement mortelles. Ils avaient transformé ma compassion, en crime. Ils avaient déformé mes soins, en escroquerie. Des têtes ont hoché l'affirmative, dans le public. Ma poitrine, désormais dépourvue de sa médaille, me paraissait nue, et froide. Et, à cet instant précis, j'ai compris quelque chose. Il ne se contentait pas de nier ma valeur en tant que fille. Il niait mon droit d'exister en tant que soldat, en tant que femme, et en tant que membre de la famille. Il voulait que je sois effacé, proprement, et chirurgicalement, du récit de l'héritage Thorne. Mais ils avaient oublié un détail. Un ranger n'abandonne jamais un camarade tombé au combat. Et cette fois-ci, le camarade tombé, c'était moi. Je me suis rassise, mes mains posées à plat sur mes cuisses, pour cacher un léger tremblement.
Mon uniforme me semblait plus serré que d'habitude, comme si le tissu lui-même reculait face à la honte qu'on me jetait au visage. Un homme, dans la dernière rangée, un ancien ami de la famille, je crois qu'il s'appelait Richard Bellow, s'est agité inconfortablement, refusant de croiser mon regard. Il m'avait dit un jour, lors d'un barbecue du 4 juillet, que mon père avait une chance folle d'avoir une fille comme moi. Maintenant, il étudiait le carrelage du tribunal, comme s'il contenait des écritures saintes. Le juge s'est éclairci la gorge. Le son a résonné faiblement, étouffé par la lourdeur de la pièce. Poursuivons, a-t-il dit, d'un ton presque contrit. Mais le mal était déjà fait. Aucune décision de justice ne pourrait effacer ce qui avait été hurlé. Il y a des choses qui, une fois prononcées à voix haute, s'incrustent dans les os. Ma mère a refusé de s'asseoir à nouveau. Elle est restée debout, tel un spectre de l'élégance sudiste, ses mains jointes devant elle, la mâchoire si serrée, que les tendons de son cou se tendaient sous son ras de cou en perles. Je me suis demandé si elle avait répété ce regard dans le miroir, ce martyre stoïque, juste au cas où les voisins regarderaient. Elle avait toujours été obsédée par l'image. Quand j'étais enfant, elle me brossait les cheveux si fort, que mon cuir chevelu me brûlait, en chuchotant, une torne n'a jamais l'air négligée, même quand elle souffre. Mais il n'y avait rien de soigné dans ce moment. Aucun pli repassé, ni aucun vernis poli, ne pouvait cacher la brutalité, désormais gravée dans ma mémoire. Isolda a griffonné quelque chose sur son bloc-notes jaune, avec son stylo Mont Blanc, puis s'est penchée, pour murmurer à l'oreille de Sterling. Ils ont tous les deux souri. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais qu'il n'y aurait aucune pitié. En reprenant son interrogatoire, Sterling a brandi une copie imprimée d'un vieil email, un message que j'avais envoyé des mois auparavant, à l'infirmière de mon père. Dans ce message, le capitaine Mercer se décrit comme la seule personne, qui se soucie de savoir s'il va vivre ou mourir. Il s'est tourné vers le juge, les sourcils haussés. Votre honneur, je soumets ceci, comme preuve d'instabilité émotionnelle, et d'hostilité, envers les autres membres de la famille. Quand a-t-elle commencé à m'appeler ainsi? Ces mots ont continué de résonner, bien après que la salle d'audience se soit vidée. Enfant bâtarde. Était-ce vraiment aujourd'hui, qu'elle le disait pour la première fois? Ou l'avait-elle toujours pensé? La vérité? Cette malédiction a commencé bien avant que le marteau du juge ne tombe. J'avais 19 ans, de retour de Georgetown, pour les vacances d'hiver. J'étais assise sur le tapis persan, dans notre salon formel, celui qui était strictement réservé aux invités, et aux photos des cartes de vœux. J'avais les paumes moites. Je les ai regardés tous les deux, mes parents, et j'ai dit que je voulais m'engager. Ni école de droit, ni Capitole. L'armée. Mon père, le lieutenant-général Harrison Thorne, une légende des salles de crise, arborant des étoiles d'argent et une colonne vertébrale taillée dans le granit, m'a giflé. Une gifle dure, et sèche, qui a détourné mon visage vers la cheminée ancienne. Mais la brûlure ne venait pas de sa main. Elle venait de sa voix, juste après. Je préfère n'avoir aucune fille du tout, plutôt qu'une qui m'humilie devant mes collègues. Ne m'appelle plus jamais père. Ma mère n'a pas scié. Elle a ajusté l'arrangement floral sur la cheminée, comme si elle venait d'entendre les prévisions météo. Je me souviens avoir pensé, c'est donc ainsi que l'on protège les héritages? En effaçant tout ce qui ne rentre pas dans le moule. Isolda était l'enfant prodige. Elle jouait du piano au théâtre Lucas, et avait fait son bal des débutantes au Oglethorpe Club. Ses accomplissements étaient encadrés d'or, et accrochés dans le couloir, comme une exposition soigneusement organisée. Moi, je courais 8 kilomètres au bord de la rivière, je réparais un vieux pick-up Ford rouillé dans l'allée, et je préférais les pantalons cargo, aux colliers de perles. Un jour, lors d'un thé, ma mère a dit à une amie, Isa est une rose, raffinée, et délicate. Paige, elle, est comme un magnolia sauvage. Résiliente, oui, mais trop grossière pour le salon. Elle ne savait pas que j'étais derrière la porte de la cuisine, tenant une assiette de scone. Ou peut-être, qu'elle s'en moquait. Le pire est arrivé à Thanksgiving. C'était le premier, après que j'ai terminé ma formation d'infirmière. J'ai appelé à la maison, depuis un téléphone public, à Fort Sam Houston. Je me souviens de l'espoir dans ma voix, lorsque j'ai demandé si le dîner serait à 18h, comme d'habitude. Isolda a répondu, Paige, oh, désolé. Maman et papa sont sortis. Ils ont décidé de passer Thanksgiving à Sea Island cette année.
La maison est vide. Mon estomac s'est noué. Ce soir-là, en faisant défiler Facebook depuis la caserne, j'ai vu une photo. La famille Thorne, au grand complet, réunie autour de notre table à manger. Même ma grand-tante Suzanne, qui ne quitte jamais son appartement de Charleston, était là. La légende disait, le plus chaleureux des Thanksgiving, avec toute la famille. J'ai dîné ce soir-là, dans un Waffle House, près de l'autoroute I-95. Un sandwich à la dinde, et des pommes de terre rissolées brûlées. Une serveuse nommée Bev, m'a offert une part de tarte aux noix de pécan par la maison, car elle a dit que j'avais l'air d'en avoir besoin. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Mais quelque chose en moi s'est calcifié, comme si, en bougeant trop vite, ça allait se briser. Chaque année, les Thorne organisaient un gala la veille de Noël. L'élite de Savannah, tout en dentelle et en alcool mondain. Je n'étais pas invité. Au lieu de cela, on m'a dit d'aider le personnel, dans la cuisine. Tu ne rends pas bien en photo, à côté des donateurs, m'a dit ma mère un jour. Cette année-là, j'ai porté un col roulé couleur canneberge, et j'ai passé des hors-d'œuvre, aux épouses de banquiers en robe à paillettes. Pendant qu'Isolda jouait du Mozart dans le salon, la cuisinière, Miss Lorraine, m'a tapoté l'épaule, et a chuchoté, tu as plus de cœur, que toute cette maison réunie. Je me suis accroché à ces mots, comme s'ils étaient l'évangile. Il n'y avait aucune photo encadrée de moi, dans les couloirs. Aucune histoire sur mes déploiements, racontée autour d'un cocktail. Pour eux, je n'étais qu'un bruit de fond, effacé de l'histoire. Ils ne voulaient pas d'un soldat. Ils voulaient un second rôle. Mais ensuite, j'ai lu l'histoire d'Audie Murphy. Il était petit, trop petit, rejeté par les marines, rejeté par les parachutistes, mais l'armée l'a pris. Il est devenu le soldat de combat, le plus décoré de l'histoire des États-Unis. J'ai lu ses mémoires, tout Hélène Bach, jusqu'à ce que la reliure se fende. Audie ne se battait pas pour les applaudissements. Il se battait parce que c'était la bonne chose à faire. Cette histoire a allumé un feu en moi. Si je ne pouvais pas gagner le respect de ma famille, je gagnerais le mien. Sur le terrain, il n'y avait ni monogramme, ni perles. Seulement du sang, du courage, et la question de savoir si vous rentriez à la maison, ou non. J'ai choisi le champ de bataille, et, d'une manière tordue, je crois que c'est ce qui les a poussés à me détester encore plus. Parce que j'ai trouvé de l'honneur, là où ils pensaient qu'il n'y avait que de la saleté. Alors, quand ma mère m'a appelé enfant bâtarde au tribunal, je n'ai pas seulement entendu l'insulte. J'ai entendu les années qui se cachaient derrière, le silence, l'exclusion, l'effacement. Mais j'ai aussi entendu autre chose. J'ai entendu que j'avais survécu à tout cela, et que cela me rendait dangereuse. J'ai passé cette nuit-là dans ma voiture de location, garée sous les chênes drapés de mousse, près du parc Forsyth. Le chauffage crachait un air tiède, et le silence m'oppressait. J'ai fixé l'horloge du tableau de bord, regardant les minutes défiler, comme des souvenirs que je ne pouvais pas fuir. Je tenais le cadeau que je n'avais jamais offert, juste une photo encadrée de papa et moi, lors d'un voyage de pêche, quand j'avais 8 ans. Dessus, il sourit, son bras autour de mes épaules, nous deux rayonnant, au bord de la rivière Savannah. Pendant longtemps, j'ai cru que cette photo prouvait quelque chose. Qu'il m'avait aimé, un jour. Que, peut-être, j'avais ma place. Mais maintenant, je sais mieux. Les photos mentent. Les liens du sang aussi. C'est ce que vous faites, quand personne ne regarde, qui vous définit. Alors, je suis retourné à la base, le lendemain matin. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas appelé. Je me suis simplement glissé à nouveau dans ma vie. Une vie que j'ai construite, sans leur approbation. Et cela, plus que n'importe quelle médaille ou mission, est devenu ma victoire silencieuse. Ils m'avaient effacé de leur histoire, mais j'avais déjà commencé à écrire la mienne. La première page de cette histoire a commencé à Fort Benning. Le RASP, programme d'évaluation et de sélection des Rangers, n'était pas juste un test, c'était le feu, et je devais marcher à travers. J'étais l'une des 4 femmes, dans une classe de 87 personnes. Chaque matin commençait avant le lever du soleil, et chaque muscle de mon corps hurlait de douleur, dès le milieu de l'après-midi. Je partageais une caserne avec des hommes qui ne le disaient jamais à voix haute, mais dont les yeux parlaient pour eux. La fille du général, a marmonné l'un d'eux, lors de notre première marche commando. Je parie qu'elle aura un ruban, juste pour s'être présentée. Alors, j'ai couru 1 kilomètre de plus,
après chaque course officielle. Quand les autres s'effondraient sur leur couchette, je restais éveillé, à relire les manuels de protocole de traumatologie. Je m'entraînais à poser des garrots dans le noir, les yeux fermés. Je n'étais pas venu ici pour être aimé. J'étais venu ici, pour être digne de leur confiance. 3e semaine, lors d'une simulation de blessés, j'ai porté un coéquipier de 90 kg sur mon dos, sur près d'1 kilomètre, en montée, dans la boue de Géorgie. Mes jambes ont flanché à mi-chemin, mais je ne me suis pas arrêté. Je refusais de le faire. Pas après tout ce que j'avais laissé derrière moi. Le déploiement est arrivé vite. Ma première affectation fut la Syrie. La poussière entre les dents, l'adrénaline dans la gorge. Nous avons tourné dans des avant-postes, qui ressemblaient plus à des casses automobiles, qu'à des bases. Il y a eu des nuits, où nous avons dormi entièrement équipés, nos fusils sous le bras, sursautant au moindre mouvement d'ombre. Lors d'un raid sur une planque d'insurgés, les choses ont mal tourné. Le spécialiste Miller, 19 ans, des taches de rousseur, tout juste sorti de l'entraînement de base, a pris une balle dans la poitrine. L'unité s'est figée. Pas moi. Je l'ai traîné à couvert, et je suis tombé à genoux, mes doigts déchirant déjà son gilet. La blessure a fessé son poumon. J'ai attrapé mon kit de décompression à l'aiguille. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma voix n'a pas vacillé. Respire, Miller. Reste avec moi. J'ai percé la paroi thoracique, j'ai entendu le sifflement de l'air qui s'échappait, et j'ai vu ses yeux se recentrer. Quand l'hélicoptère d'évacuation médicale s'est posé, le sergent, grisonnant, et stoïque, ce même homme qui ne m'avait pas dit plus de 2 mots depuis mon arrivée, m'a tapoté l'épaule, et a grogné, « Doc, juste ça ». À partir de ce moment-là, je n'étais plus la fille Thorne. J'étais Doc, l'une des leurs. Mais ce nom avait un prix. J'ai manqué le mariage de ma meilleure amie. J'ai manqué des funérailles, des anniversaires, les premiers pas de nièces et de neveux, que je connaissais à peine. Un homme auquel je tenais profondément, je l'ai perdu, non pas à cause de la guerre, mais à cause de la distance, des annulations, et de la réalité, que le devoir passait avant tout. Lors de l'un des rares appels vidéo que j'ai eu avec Isolda, elle a vu mes quartiers d'habitation, des murs en béton, un lit de camp, et un sac de sport en guise de table de nuit. Elle a souri avec mépris. Chongu Kait Chongsha, je n'arrive pas à croire que tu aies préféré ça, à un pantouse à Buckhead. J'ai souri. Au moins, il n'y a pas de serpent par ici, Serette. Elle n'a pas compris. Elle ne comprendrait jamais. Le plus solitaire, ce n'était pas la distance. C'était de savoir, qu'ils ne considéraient rien de tout cela comme réel, ou précieux. Chacune de mes cicatrices, chacune de mes nuits blanches, signifiait moins pour eux, que leur prochaine réservation pour un brunch. Mais j'ai continué. Une nuit, avant notre cérémonie de remise de diplôme des Rangers, nous nous sommes tenus sous un ciel de Géorgie, parsemé d'étoiles. Notre commandant a récité le credo des Rangers, et nous l'avons répété en chœur. Ma voix était ferme, mon cœur plus lourd que mon sac à dos. Jamais je ne ferai défaut à mes camarades. Je me maintiendrai toujours mentalement éveillé, physiquement fort, et moralement droit. Je n'ai pas pensé à ma mère. Je n'ai pas pensé à Isolda. J'ai pensé à Miller. J'ai pensé aux hommes, qui ont saigné à mes côtés, et qui m'ont fait confiance, pour les garder en vie. Ils étaient ma famille, maintenant. Ils ne portaient pas de perles, et ne citaient pas l'étiquette du Sud. Ils portaient le sable, la sueur, le sang, et l'acier. Et ils ont gagné ma loyauté, non par droit de naissance, mais par les vies qu'ils ont partagées avec moi, sous les tirs de mortier, et par un serment commun. Je me tenais dans ce champ, l'écusson des Rangers cousu sur ma manche, non pas avec fierté, mais avec quelque chose de plus profond. Une valeur silencieuse, méritée, et non donnée. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose. Tout ce qui m'avait été refusé, l'amour, l'approbation, une place à la table des Thorne, je n'en avais plus besoin, parce que j'avais choisi cette vie. Et ce faisant, j'étais devenu quelqu'un que personne ne pouvait effacer. Après la cérémonie, j'ai marché seul, vers la caserne. L'écusson sur mon épaule, semblait plus lourd qu'il n'y paraissait. J'ai croisé d'autres soldats qui riaient, appelaient chez eux, et partageaient des photos. Je n'ai pas sorti mon téléphone. Au lieu de cela, je me suis assise sur le bord de ma couchette, et j'ai déballé un colis, arrivé en retard des semaines plus tôt, affranchi mais non ouvert. À l'intérieur,
il y avait une simple barre de céréales, un roman policier d'occasion, et un post-it, d'un ancien camarade de classe du ROTC, qui disait simplement « Continue de tout déchirer ». Pas de photos de famille, pas de carte manuscrite. Mais, d'une certaine manière, ce petit mot signifiait bien plus que n'importe quelle enveloppe monogrammée, restée à Savannah. Je me suis allongé sur mon lit de camp, les yeux fixés au plafond, et j'ai laissé le silence s'installer. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit au Thorn, désormais. Il s'agissait de prouver quelque chose à la fille que j'étais autrefois. Celle qui se tenait dans le bureau de son père, les joues brûlantes, la dignité en feu, et je pense qu'elle aurait été fière de ce que je suis devenu. Après la mission dans la Corne de l'Afrique, j'ai été convoqué au quartier général. Pas pour un débriefing, pas pour une citation, juste un ordre. Se présenter immédiatement au commandement SOCOM. Mon estomac s'est noué. Je savais que j'étais sorti du protocole. Lors d'une embuscade au point de contrôle X, j'avais dévié de la procédure. Cela avait sauvé 3 vies, mais brisé la chaîne de commandement. Je m'attendais à une réprimande. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'entrer dans une pièce, et de trouver le général Elias Vance derrière le bureau. Cet homme était une légende. Pas dans le sens des journaux. Non, dans la façon dont les Rangers chuchotaient son nom, pendant les longues marches, comme si cela pouvait rendre leurs bottes plus légères. Il ne m'a pas offert de poignée de main, ni fait signe de m'asseoir. Il m'a juste étudié, silencieux, imperturbable. J'ai lu votre rapport, a-t-il finalement dit, faisant glisser un dossier sur le bureau. Sa voix était grave, rocailleuse, lissée par le temps. Vous avez enfreint la procédure, au point X. Oui, mon général, ai-je répondu. J'ai gardé les épaules droites, le regard au même niveau. J'avais fait la paix avec ceux qui m'attendaient. Il s'est adossé à son fauteuil. La lumière s'est reflétée sur sa rangée de médailles, bien qu'elle semblait étrangement terne, comparée à la vivacité de ses yeux. Et vous avez sauvé 3 personnes en le faisant. J'ai cligné des yeux. Il n'a pas souri, mais l'attention a changé. Ce n'est pas ce qui fait de vous un bon soldat, capitaine Mercer. C'est ce qui fait de vous, un leader. Une boule s'est formée dans ma gorge. Pas de fierté. Non, de quelque chose de plus profond. De la reconnaissance, du respect. 2 choses que j'avais chassées toute ma vie, sans jamais réaliser à quel point j'en étais réellement affamé. Il n'a pas mentionné mon père, pas une seule fois. Ce silence. C'était une bonté, une ligne tracée, non pas pour effacer le passé, mais pour me permettre de sortir de son ombre. Plus tard ce mois-là, après un briefing classifié, il m'a pris à part. Je connaissais votre père, a-t-il dit doucement. Il était vif, discipliné, mais il croyait que l'amour était une faiblesse, que cela rendait un soldat vulnérable. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ne laissez pas son silence définir votre valeur. Ici, votre valeur se mesure aux vies sauvées, et à la confiance gagnée. Et vous avez les 2, en abondance. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait ma blessure, sans essayer de la balayer. Pas d'excuses, pas de « il pensait bien faire », juste la vérité. Le général Vance ne m'a jamais appelé Pej. Il s'adressait à moi par mon grade, ou simplement un doc, sur le terrain. Il ne posait jamais de questions sur ma famille. Il parlait d'opérations, de décisions, de conséquences. Mais ses actes en disaient plus que n'importe quelle question. Une fois, alors que ma permission avait été annulée 3 fois de suite, il m'a arrêté devant la salle de crise. « Tout va bien ? » ?»« Oui, mon général. » Il a attendu. « Ce n'était pas une question de politesse, capitaine. C'était une vraie question. » J'ai hoché la tête. C'était le genre d'homme qu'il était. Puis est venu le moment qui a tout scellé. Nous venions de terminer une session de haute intensité, à Fort Liberty. Le débriefing fut brutal. Tout le monde était épuisé. Alors que je faisais mon sac, il m'a rappelé. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, a-t-il dit, les canaux sont ouverts, en direct. Pas via un assistant, pas par la chaîne de commandement. Lui. Ce n'était pas une représentation. Ce n'était pas le protocole. C'était une promesse. J'ai quitté cette pièce, plus légère que je n'y étais entré. Non pas parce que j'avais fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que quelqu'un me voyait enfin moi, et non l'ombre dont je provenais.
Et cela a de l'importance, parce que lorsque votre propre père vous dit de ne pas le déranger avec des accomplissements mineurs, lorsque votre meilleur effort ne mérite même pas un signe de tête, chaque instant de reconnaissance devient sa propre révolution. Pour ceux d'entre vous qui écoutent en ce moment, avez-vous déjà eu quelqu'un, en dehors de votre famille, qui a cru en vous plus que votre propre sang ne l'a jamais fait? Quelqu'un qui ne vous devait rien, mais qui vous a donné tout ce qui comptait vraiment. C'est ce que le général Vance a été pour moi. Il ne m'a pas donné son approbation. Il m'a donné de la dignité. Il ne m'a pas demandé de faire mes preuves. Il a simplement remarqué que je l'avais déjà fait. Et en cela, il est devenu plus un père pour moi, que l'homme dont je portais le nom sur mon acte de naissance. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. Nous étions sur une base d'opération avancée, sirotant un café soluble assez fort pour décaper de la peinture. J'étais en train de passer en revue les registres d'évacuation médicale, sous une lumière vacillante, quand il est entré. Sans fanfare, juste le bruit doux de ses bottes, et de sa présence. Il s'est assis en face de moi, et a poussé un dossier sur le côté. « Est-ce que ça vous manque, parfois » a-t-il demandé. « De quoi parlez-vous, mon général ?» L'illusion que tout ce qui se passe à la maison a un sens. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il a hoché la tête. C'est bien ce que je pensais. Puis, il a sorti une pièce en argent de sa poche, et l'a fait glisser sur la table. La pièce de mon premier commandement. On ne gagne pas ça pour la bravoure. On la gagne pour la détermination. Elle n'était pas lourde, mais j'ai eu l'impression que le poids de tout ce que j'avais porté, s'était enfin déplacé, juste assez, pour me laisser respirer. Je garde toujours cette pièce. Non pas parce qu'elle prouve quoi que ce soit, mais parce qu'elle me rappelle que quelqu'un m'a vu exactement comme j'étais, et n'a pas reculé. Quelqu'un m'a fait une place, dans un monde qui, si souvent, m'avait claqué la porte au nez. Et c'est peut-être tout ce que nous cherchons, au fond. Pas des médailles, pas des applaudissements. Juste une main, qui ne lâche pas la vôtre, quand les choses deviennent difficiles. C'était ça, Vance. Pas de grands discours, pas de déclarations. Juste une présence, et une croyance inébranlable. Et, dans le langage silencieux des guerriers, cela signifiait tout. L'appel est arrivé à 2h17 du matin, heure d'Afghanistan. Nous venions tout juste de rentrer d'une mission de reconnaissance de 14 heures. J'étais à moitié endormi, gardant encore mes bottes, quand mon téléphone satellite a vibré. Le nom sur l'écran, Isolda. Je n'avais pas parlé à ma sœur depuis près d'un an. Papa a eu une attaque, a-t-elle dit froidement. Pas de salutation, pas d'émotion. C'est grave. Maman a besoin de toi. Pas nous avons besoin de toi. Pas même il t'a réclamé. Juste maman a besoin de toi. Comme si j'étais une infirmière de garde. Comme si j'étais la domestique. J'ai déposé une demande de permission d'urgence. Dans les 48 heures, j'étais dans un vol de retour pour Savannah, mon sac de sport encore couvert de la poussière du désert. Quand j'ai franchi le seuil du domaine de la famille Thorne, rien n'avait changé, sauf moi. Personne n'est venu à la porte. Je suis entré seul. Geneviève était dans le salon, feuilletant le magazine Town & Country, les jambes croisées, ses perles impeccables. Elle a levé les yeux, scannant mon uniforme comme s'il s'agissait d'un tablier taché de graisse. « Tu devrais te laver, et te changer pour mettre quelque chose de plus présentable » a-t-elle dit, la voix mielleuse de désapprobation. « Tu sens le diesel, et l'antiseptique. Ça me donne la migraine. » Pas de câlin, pas de mise à jour, pas de contact visuel. Isolda n'était même pas là. Elle gérait les choses à distance, depuis Atlanta, ce qui signifiait qu'elle était trop occupée à siroter des cocktails à Buckhead, pour venir voir son père, sur ce qui pourrait être son lit de mort. J'ai monté les escaliers, et j'ai trouvé mon père allongé, dans cette même chambre, où il m'avait autrefois interdit d'entrer avec mes bottes. Maintenant, des tubes et des machines encombraient les parquets en acajou. L'homme qui aboyait autrefois des ordres à des généraux, ne pouvait plus soulever sa main. Mais quand j'ai touché ses doigts, il a cligné des yeux. Une fois. Lentement, lourdement. Il savait que j'étais là. À partir de cet instant, je suis devenu l'aidante principale. Pas de roulement d'infirmière, pas d'aide-soignant, juste moi. Je surveillais ses constantes, je lui administrais ses médicaments, et je le retournais toutes les heures, pour éviter les escarres. Je nettoyais sa sonde d'alimentation, quand elle se bouchait.
Je lui rafraîchissais le front, quand la fièvre montait. Je dormais sur un canapé en cuir usé, entouré de vieux souvenirs de guerre, et d'une légère odeur de menthol, et de cire pour meubles. Un après-midi, j'étais en train de replacer son tube à oxygène, quand Geneviève est entrée, un téléphone sans fil calé sur l'épaule. « Oui, Margot, disait-elle, assez fort pour que ça résonne. Elle est toujours là, à jouer à l'infirmière. Toute la maison sent l'hôpital. C'est tellement désagréable. Le temps où cet endroit avait de l'élégance me manque. » Elle m'a jeté un regard, et a eu un sourire en coin. Je suis sûr que ce n'est qu'une phase. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement resserré la sangle du masque à oxygène, et j'ai continué à essuyer le front de mon père. 3 jours plus tard, Isolda est enfin arrivée. Talons Prada, brushing impeccable, lunettes de soleil en intérieur. Elle est entrée dans la chambre, a jeté un œil vers moi, qui épongeait la sueur sur les tempes de papa, et a poussé un soupir de mépris. « Qu'est-ce que tu fais, Paige ? Tu te prends pour une sorte de médecin maintenant ?» Je suis restée calme, et silencieuse. Elle a secoué la tête. « Tu n'es pas qualifiée. Tu es une infirmière de terrain, pas un médecin. Franchement, ça ne fait probablement qu'aggraver les choses. » Puis, juste là, devant notre père mourant, elle a sorti son téléphone. « Bonjour. Oui, j'ai besoin d'une équipe de soins à domicile complète. Oui, le forfait Platinum, rotation sur 24 heures. Non, pas de soins palliatifs. Quelque chose de plus discret. » Elle m'a regardé en le disant. Une pique, masquée sous des airs de logistique. Cette nuit-là, il est décédé. J'étais assise près du lit, lui tenant la main. Il n'a jamais dit un mot, mais il ne m'a jamais lâché. Et quand les machines ont affiché un tracé plat, j'ai senti ses doigts se resserrer, avant de se relâcher. Le lendemain matin, j'ai appelé Isolda. Elle n'a pas répondu. Geneviève est entrée brièvement, a tamponné le coin de ses yeux avec un mouchoir brodé, et a soupiré. Bien. Je suppose qu'il va falloir prendre des dispositions. C'était tout. Pas d'éloge funèbre, pas d'histoire, juste de la logistique. 2 jours après les funérailles, une enveloppe Kraft est arrivée, avec mon nom tapé en majuscule. À l'intérieur, se trouvait une lettre formelle, de l'équipe d'avocats d'Isolda, contestant mon implication dans les affaires de succession. Pas de condoléances, pas même un merci. Une action en justice. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sous le porche arrière, celui-là même où mon père m'avait un jour appris à cirer mes bottes, bien avant que le silence ne prenne le pas sur notre relation. Maintenant, tout était de nouveau calme. Juste le bourdonnement des cigales, et le son lointain d'un arroseur automatique. J'ai levé les yeux, vers sa vieille vitrine militaire accrochée au mur intérieur, des médailles, des rubans, et une photo de lui, le dos bien droit, devant le Pentagone. Il n'avait jamais encadré de photo de moi. Mais je me suis souvenu, une fois, pendant mon entraînement de base. Il s'était pointé à l'improviste. Il n'avait pas dit un mot. Il s'était simplement tenu derrière le grillage, et m'avait regardé exécuter mes exercices sous la pluie. Il pensait que je ne l'avais pas vu, mais je l'avais vu. Il était resté 10 minutes, et était parti avant que j'aie terminé. Je m'étais dit à l'époque, que ça ne voulait rien dire. Aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas la seule façon qu'il connaissait, pour dire qu'il était fier. Je n'ai pas eu de conclusion claire. Je n'ai pas eu de fin parfaite. Mais j'ai eu un moment, une pression de la main, et parfois, cela suffit à vous porter toute une vie, même à travers la guerre, même à travers les liens du sang. Après l'enterrement, je me suis retrouvé à errer sur le domaine derrière la maison, dans des endroits que je n'avais pas vus depuis mon adolescence. Le jardin était en friche, maintenant. Les roses blanches, que papa taillait autrefois chaque samedi, s'étaient flétries pour ne laisser que des épines. J'ai fini dans le garage, à côté du vieux pick-up Chevy, qu'il conduisait quand personne ne regardait. Il était couvert de poussière, mais les clés étaient toujours accrochées au même crochet. Je suis monté à l'intérieur, et je me suis assise sur le siège du conducteur, agrippant le volant en cuir usé. Le silence, ici, était différent, moins prompt au jugement. J'ai ouvert la boîte à gants, et j'y ai trouvé un reçu plié, d'un garage automobile. L'écriture dans les marges disait « Ne la laisse plus conduire avec de mauvais freins ». Il était daté de 6 mois après mon départ pour le camp d'entraînement.
J'ai fixé ce mot pendant un long moment, réalisant qu'il y avait des choses qu'il faisait pour moi en silence, que je n'avais jamais remarquées, ou qu'on ne me permettait pas de voir. Cela n'excusait pas tout, mais ça rendait la douleur un peu moins vive. Parfois, l'amour le plus bruyant ne s'exprime pas avec des mots. Il apparaît dans des carnets d'entretien, dans des regards, et dans des pressions de la main avant de dire adieu. Le bureau sentait le cèdre, et le vieil argent. Le cabinet d'avocats Sterling et Keller occupait le 4e étage, d'un bâtiment historique de Savannah, des panneaux en bois verni, des portraits de la marine encadrés, et ce genre de silence pesant, qui n'invite pas aux questions. Nous étions assis autour d'une longue table en acajou. Isolda à ma gauche, vêtue de soie blanche. Ma mère en face de moi, aussi posée que toujours, en Chanel. Je portais mon uniforme. Non par fierté, mais par moyen de défense. Le testament a été lu par Monsieur Sterling en personne. Costume gris, âme encore plus grise. Lorsqu'il en est arrivé à la division de la succession, sa voix a baissé, délibérément. À Isolda Thorne, a-t-il dit, la résidence principale, et tous les actifs qui y sont attachés. À Geneviève Thorne, un fonds de placement révocable, contenant le capital résiduel, les investissements, et les avoirs familiaux. Puis il a fait une pause, et s'est tourné vers moi, comme un prêtre sur le point de donner l'extrême onction. Et à Page Mercé, a-t-il poursuivi, un fonds sous condition, de valeur modeste, conditionné à l'achèvement réussi d'une réhabilitation psychologique pour un trouble de stress post-traumatique, tel qu'évalué par un praticien agréé. Le silence. Puis, une toux de ma mère. Un léger rire de la part d'Isolda. J'ai senti le souffle quitter mes poumons. Elle ne voulait pas seulement la maison, ou l'argent. Elle voulait ma dignité. Elle voulait que la pièce entière admette que j'étais brisée, dangereuse, un poids mort, trop endommagée pour hériter, ne serait-ce que du tapis de l'entrée. Je me suis levé sans dire un mot, et je suis sorti. L'écho de mes bottes me pourchassait à travers les couloirs en marbre. À l'extérieur, le soleil de Savannah était aveuglant. J'ai à peine eu le temps d'atteindre le parking, avant d'entendre des talons claquer derrière moi. Page a appelé Isolda. Pas une supplique. Un ordre. J'ai continué à marcher. Page, arrête. Je me suis retourné lentement. Elle a ajusté ses lunettes de soleil, la voix mielleuse, et cruelle. Accepte l'offre, d'accord? Sois reconnaissante. Pars. Tu n'as pas ta place dans ce monde. Tu ne l'as jamais eu. Son sourire était figé. Tu n'es qu'un soldat brisé. J'ai laissé ce mot flotter entre nous. Brisé. Tu sais ce qui te fait peur, Isolda, ai-je dit. Ce n'est pas que papa m'ait laissé quelque chose. C'est que pour une fois, il m'a vu. Il m'a vraiment vu, et il ne t'a pas vu, toi. Son visage s'est contracté, l'espace d'une seconde. Puis elle a sifflé, tu n'es rien d'autre qu'un échec, qui a fui pour jouer au soldat, parce que tu n'étais pas capable de t'en sortir dans le monde réel. Je n'ai pas bronché. Pas cette fois. Je me suis détourné, et je l'ai laissé planter là. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à la rivière. Le ciel de Géorgie s'était assombri, le tonnerre était roulant depuis la côte. Je me suis garé près de l'ancienne jetée, et je suis resté assis en silence, pendant que la pluie commençait à tomber. Lentement, puis avec force. Chaque goutte sur le pare-brise résonnait comme une question à laquelle je n'avais pas de réponse. Qu'est-ce que cela signifiait de servir, de donner, de saigner, pour des gens qui préféraient vous effacer? J'avais combattu dans des déserts étrangers, sous le feu, dans des endroits où les noms ne signifiaient rien, mais où la confiance, elle, signifiait tout. Pourtant, ici, dans ma propre famille, j'étais toujours l'intruse. La pluie brouillait tout, mais pas le souvenir de papa clignant des yeux, de sa main dans la mienne, de sa légère pression avant de s'éteindre. Elle n'avait pas vu ça. Elle ne le verrait jamais. Elle voyait ce qui arrangeait leur récit, la garde malade, l'idiote. Je suis resté garé là, pendant ce qui m'a semblé être des heures, près de la rivière, regardant l'eau enfler et s'agiter sous l'averse. Mes mains reposaient sur le volant, les jointures blanches, mon cœur battant comme un tambour que je ne pouvais faire taire. Ces mêmes mains qui avaient pansé des plaies ouvertes sous le feu ennemi, tremblaient maintenant dans une tempête silencieuse, que personne d'autre ne pouvait voir. Un millier de souvenirs ont reflué d'un coup. Papa, m'apprenant à ajuster la mire d'un fusil. Maman,
me tirant les épaules en arrière à l'âge de 10 ans, me disant de me tenir droite comme une torne, et non comme un voyou. Le silence à la table du dîner, la première fois que j'ai parlé de m'engager. La chaise vide à Thanksgiving, laissée là, soi-disant, par coïncidence. Les dizaines de fois où j'avais ravalé ma fierté, en échange de la paix. Qu'est-ce que ça m'avait rapporté? Elle pensait pouvoir m'effacer d'un simple paragraphe dans un testament. Qu'en ajoutant une note de bas de page sur mon syndrome de stress post-traumatique, cela invaliderait tout ce que j'avais fait, tout ce que j'étais. Mais je me souvenais de Kandahar, de Fallujah. D'un convoi dans la province de Helmand, qui n'est pas revenu au complet, mais dont je suis revenu, avec du sang sur mes bottes, et des vies sauvées. Et je me souvenais du calme. De la façon dont les gars de mon unité me regardaient, quand le chaos frappait. De la façon dont le sergent Beckett m'avait dit un jour, si je dois mourir, je veux que ce soit Doc Mercé, qui me soigne en premier. Cela signifiait bien plus, que n'importe quel foutu héritage. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'en avais jamais eu besoin. Mais j'avais besoin de justice. Et cette fois, je n'allais pas me battre seul. J'ai essuyé mes yeux, et j'ai attrapé mon téléphone. Il y avait un numéro que j'avais gardé depuis des mois, sans jamais l'appeler. Marcus Finch, directeur de la Vétéran Justice Initiative. J'ai hésité à peine une seconde, puis j'ai composé le numéro. La ligne a cliqué. Une voix grave a répondu. Ici Finch. Je me suis raclé la gorge. Capitaine Page Mercé. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment se battre, sur un terrain différent. Il y a eu un silence. Puis il a dit, je vous écoute. Et j'ai su que cette guerre n'était pas terminée. Et peut-être que certains d'entre vous, qui m'écoutent en ce moment, on vous a dit de vous taire, de vous faire tout petit, de jouer le jeu, juste pour préserver la paix, avec des gens qui ne l'ont jamais mérité. Mais le silence est un fardeau. Un jour, il se brise. Et quand c'est le cas, votre voix ne demandera pas la permission. Elle exigera des comptes. Mes propres comptes commençaient à se régler. Le bâtiment ne payait pas de mine, de l'extérieur. De la brique usée, de la peinture écaillée, et une lampe de sécurité vacillante, qui bourdonnait au-dessus de nos têtes. Mais à l'intérieur du petit bureau de la Vétéran Justice Initiative, l'atmosphère était différente. Ça ne sentait ni le pouvoir, ni le vernis. Ça sentait le café brûlé, et la détermination. Marcus Finch m'a accueilli d'un signe de tête, et non d'une poignée de main. Ses manches étaient retroussées. Sa chemise était froissée, et son bureau ressemblait à un champ de bataille, fait de dossiers et de bloc-notes. Mais ses yeux, sombres et stables, contenaient quelque chose que je n'avais pas vu depuis des semaines, de la clarté. « Capitaine Mercé, a-t-il dit, en me désignant la chaise en face de lui. Racontez-moi tout. Depuis le début. » Je lui ai tout raconté, de la gifle qui a coupé mon enfance en deux, jusqu'à la nuit où j'ai replacé le tube à oxygène, sur un homme qui m'avait dit de ne plus jamais l'appeler papa. Je lui ai parlé du silence, des regards en biais, du testament. Je lui ai parlé de la honte dont elles essayaient de me nourrir, et de la façon dont je ne l'avais jamais avalée, mais juste appris à mieux la cacher. Finch ne m'a pas interrompu, pas une seule fois. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise, et a croisé les bras. « Elles ont fait une erreur, a-t-il dit. Elles croyaient se battre contre une fille brisée. Elles ne réalisent pas qu'elles ont cherché des ennuis à un ranger. » Je n'ai pas souri, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est déroulé, comme un muscle trop longtemps crispé. Finch s'est mis au travail immédiatement. Il a établi une chronologie. Il a réclamé chaque email, chaque message vocal, chaque fragment de correspondance. Il m'a expliqué ce qui tiendrait la route au tribunal, ce qui n'irait pas, et comment nous nous préparerions pour les deux. Il n'y a pas eu de grand discours théâtral, pas de bravade digne d'un film, juste de la précision. L'information, ce sont des renseignements, m'a-t-il dit. Et les renseignements gagnent les guerres. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai passé au peigne fin des années de souvenirs, d'invitations sur calendrier, de textos passifs-agressifs, de notes de frais, et de notes médicales griffonnées sur des post-it. Chacun d'eux était comme un petit caillou, sur un chemin. Elle pensait que j'étais trop perdu pour retrouver ma route. Puis, un après-midi, une boîte est arrivée sur le pas de ma porte. Pas d'étiquette de retour, juste emballée négligemment avec du scotch, comme une corvée de dernière minute. À l'intérieur, des reliques,
une poupée de chiffon en lambeaux à qui il manquait des cheveux, ma boîte de cailloux d'enfance, tous minutieusement étiquetés de mon écriture, un ruban de natation décoloré, qui sentait encore un peu le chlore, et, sur le dessus, un morceau de papier à lettres pliées. Avec un monogramme. L'écriture d'Isolda était reconnaissable entre mille. Je fais le ménage dans tes vieux trucs. Tu pourrais peut-être les vendre, pour te payer un meilleur avocat. Il paraît que le pro bono ne gagne pas souvent. La cruauté n'était pas surprenante. Ce qui m'a frappé le plus, c'était la méthode. Utiliser les souvenirs comme des armes. Je ne les ai pas jetés. J'ai pris le ruban, et je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon blazer. Je ne l'ai pas porté pour me porter chance. Je l'ai porté pour me souvenir qu'il fut un temps, où je savais comment finir une course en beauté. La nuit précédant l'audience, j'étais en train de revoir mes notes, quand mon téléphone a sonné. Pas de numéro d'appelant. Des chiffres cryptés. Un chiffrement militaire. Capitaine Mercé, a dit la voix, basse et familière. C'est le général Vance. Je me suis figé. Mon général. J'ai entendu dire que vous partiez au combat demain, et je voulais juste que vous sachiez qu'un soldat ne se bat jamais seul. J'ai dégluti difficilement. Mon général, comment avez-vous même? Les bons commandants font attention, merci. Vous avez bien mérité ça. Je serai là, au fond de la salle, pour observer. Vous avez plus Dieu braqué sur vous, que vous ne le pensez. Tenez bon. La ligne s'est coupée. Je suis resté assise en silence, pendant un long moment. Puis je me suis levé, j'ai ouvert mon placard, et j'ai sorti mon uniforme. Pas l'uniforme de cérémonie. Celui que je portais sur le terrain, celui où la poussière d'un désert était encore emprisonnée dans les coutures. Cette nuit-là, j'ai dormi 3 heures, non par nervosité, mais par stratégie. J'avais fait face à des tirs de roquettes sans avoir dormi. Une salle d'audience n'allait pas me briser. L'aube s'est levée, avec la brume grise et terne de l'humidité de Savannah. Je suis arrivé en avance. Finch était déjà là, aussi calme que d'habitude, relisant ses notes près de la machine à café, comme si nous nous préparions pour un contrôle fiscal, et non pour la guerre. « Vous êtes prête ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux. Plus que jamais. Il a hoché la tête une fois, m'a tendu un stylo, et a dit, « Alors, allons gagner. » Je ne m'attendais pas à me sentir aussi calme, ce matin-là. Mais je l'étais. Il y a une sorte de tranquillité, qui s'installe avant le combat. Ni peur, ni adrénaline. Juste un état de préparation. Le même que j'avais ressenti, avant chaque mission importante. Ma respiration était lente, mes mains, fermes. Sur le chemin du tribunal, je suis passé devant la boulangerie, que ma mère avait l'habitude de fréquenter les dimanches matins. Les vitrines étaient embuées par le pain frais. Je n'y avais pas mis les pieds depuis des années, mais, l'espace d'une seconde, j'ai revu mon moi plus jeune, à travers cette vitre. La petite Paige, avec ses baskets tachées d'herbe et trop de questions, tenant la main de sa mère, et se demandant pourquoi cette main semblait toujours si froide. Cela m'a rappelé que ce combat ne concernait pas seulement une maison, ou de l'argent. Il s'agissait de récupérer chaque morceau de moi-même, qu'elles avaient tenté de jeter. Je me suis garé à l'arrière. Je ne voulais pas que ma famille me voie arriver. Non pas parce que je les craignais, mais parce que c'était ma guerre, et que j'avais l'intention de choisir mon champ de bataille. À l'intérieur, le couloir menant à la salle d'audience, m'a paru plus long qu'il n'aurait dû. Les murs étaient tapissés de portraits de juges au visage sévère, et de bancs en acajou, lissés par des décennies de chagrin, d'injustice, et par quelques victoires arrachées de haute lutte. Mes bottes résonnaient sur le carrelage. Personne d'autre n'était là. Quand je suis entré dans la pièce, Isolda a levé les yeux, avec le détachement suffisant d'une femme, qui avait déjà répété sa victoire. Mais elle a tressailli, juste un peu, quand elle a vu ce que je portais. Pas le tailleur gris d'avocat auquel elle s'attendait, mais le camouflage discret d'un uniforme gagné dans le sang, et le sable. Ses lèvres ont bougé, mais je n'ai pas pris la peine de lire sur elle. Je me suis simplement assise, j'ai levé le menton, et j'ai attendu. La salle d'audience était si silencieuse, que je pouvais entendre le faible bourdonnement des néons. Sterling, l'avocat parfaitement poli, a cliqué sur sa télécommande. L'écran s'est allumé sur des images granuleuses, la vidéo de surveillance du couloir à l'étage. On me voyait me disputer avec mon père, la voix éraillée, et forte.
Mon visage paraissait dur, impitoyable. Le son captait des bribes de phrases comme « Tu ne t'en es jamais soucié et ou pourquoi maintenant ?» La vidéo s'est coupée, juste avant qu'il ne tende la main vers moi. Les murmures ont commencé immédiatement. Quelques halètements. Une femme au fond de la salle a secoué la tête. Ma mère s'est tamponnée les yeux de façon théâtrale, avec un mouchoir en lin. Isolda était assise, avec un air suffisant, les jambes croisées, les bras repliés, arborant la même moue satisfaite au coin de la bouche, qu'elle portait le jour où elle m'avait dit de dormir dans la chambre de la bonne. « Mesdames et messieurs, a dit Sterling d'une voix suave, ce n'est pas là, le comportement d'une fille en deuil. C'est celui d'une personne souffrant d'une profonde instabilité émotionnelle. Une personne que le regretté général Thorne lui-même a reconnu comme inapte à gérer sa succession. » Le juge ne m'a pas regardé. Il a ajusté ses lunettes, et s'est éclairci la gorge. J'ai senti les murs se refermer sur moi à nouveau. Cette sensation familière, de la salle d'audience, des semaines auparavant, quand ma mère avait hurlé « enfant bâtarde » devant tout le monde. Cette même brûlure sous mon col. Cette rage silencieuse, coincée entre mes côtes. Puis la porte s'est ouverte, et toutes les têtes se sont tournées. Le général Elias Vance est entré dans la pièce, non pas en civil, mais en grand uniforme. Sa poitrine était un champ de ruban, sa démarche lente mais assurée, une tempête sous un calme apparent. « Votre honneur, a-t-il dit d'une voix grave et rocailleuse. Avec tout mon respect, je demande à témoigner. » Sterling a bondi de sa chaise. « Votre honneur, c'est hautement irrégulier. » Le jugé a levé la main. « Laissez-le parler. » Vance s'est avancé, au centre de la pièce. Il n'a pas regardé Sterling. Il n'a pas regardé ma mère. Il a regardé le juge, droit dans les yeux. « J'ai servi ce pays pendant plus de 40 ans, a-t-il commencé. En Irak, en Afghanistan, en Somalie. J'ai rédigé des évaluations pour des dizaines d'officiers. J'ai signé des dossiers pour la médaille d'honneur, et pour des renvois en cour martiale. Et je vous le dis maintenant, le capitaine Pej Mercer n'est pas instable. C'est un soldat. Et elle m'a sauvé la vie. » Il a laissé ses mots flotter dans l'air. En 2017, près d'Al-Shadi, notre convoi est tombé dans une embuscade. Un RPG a détruit notre véhicule de tête. Nous avons perdu nos communications. Je me vidais de mon sang, à cause d'une blessure fémorale, derrière un V retourné. Et c'est le capitaine Mercer qui m'a traîné sur 50 mètres, sous le feu, et a posé un garrot de fortune avec sa propre ceinture. Il a fait une pause. Elle ne m'a pas seulement sauvé la vie. Elle a sorti les corps de 2 autres hommes. Elle a contacté l'extraction par radio. Elle a dirigé l'évacuation. Et elle l'a fait sans sourciller. Sterling s'est levé, décontenancé. « Général, avec tout le respect que je vous dois, cette procédure concerne le droit des successions, et non des citations sur le champ de bataille. » Vance s'est tourné vers lui, les yeux comme de l'acier. « Cette procédure concerne la moralité, et vous venez d'essayer d'assassiner la sienne, avec une vidéo montée. » Il s'est approché de moi, et m'a salué, de façon formelle, et silencieuse. Je me suis levé, et je lui ai rendu son salut. Mes mains n'ont pas tremblé. Puis il a fait face à la cour à nouveau. « Encore une chose, a-t-il dit, en ouvrant un porte-document en cuir. À l'intérieur, se trouvait un dossier scellé du Pentagone. » Le juge a froncé les sourcils. « Ceci, a poursuivi Vance, est un dossier de nomination pour la médaille d'honneur, rédigé, et signé, par le général Harrison Thorne, il y a 7 ans. » Des halètements ont de nouveau rempli la salle d'audience. Il a demandé que la soumission soit retardée. Il craignait que l'attention des médias ne mette sa fille en danger, ne la transforme en pion politique. Mais il a exprimé ses volontés clairement, de sa propre écriture. Vance a brandi la lettre. Le visage de ma mère a perdu toutes ses couleurs. Isolda est restée pétrifiée. Le jugé a fait signe à l'huissier, qui a pris le dossier. Il l'a feuilleté lentement, page par page. Déclaration sous serment, photos, rapports de déploiement, carnets médicaux, et, à la fin, une lettre datée et signée, de l'écriture en boucle, et autoritaire, de mon père. Elle a tout mérité, disait la lettre. Non pas en tant que ma fille, mais en tant que soldat. Je ne pouvais plus respirer. Mais ce n'était pas fini. Marcus Finch, toujours aussi calme, s'est levé à son tour.
Si la cour le permet, a-t-il dit, nous aimerions présenter une toute dernière pièce à conviction. Il a lancé un autre fichier vidéo. Le même couloir, un angle différent. Cette fois-ci, l'échange en entier. Les images montraient mon père, m'agrippant le poignet. J'ai échoué avec toi, disait-il, la voix faible mais claire. Tu es la seule qui soit venue. Tu es la seule qui soit restée. Ma voix s'est brisée, mais pas par cruauté. Je ne suis pas revenu pour l'héritage. Je suis revenu parce que je suis ta fille. Il a levé les yeux. Tu as mérité cette maison. Tu as mérité tout ce que je n'ai jamais pu te donner. Puis, le silence, suivi d'un trait discret, je suis désolé. L'écran est devenu noir. Personne n'a émis le moindre son, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Audrey Cole, l'infirmière à domicile, est entrée dans le box des témoins. Elle avait les yeux baissés. J'ai une déclaration à faire, a-t-elle chuchoté, et une copie d'un chèque. Elle a sorti un bout de papier plié. 25 000 € de la part d'Isolda Thorne, daté de 2 jours après la mort de mon père. Elle me l'a offert, a précisé Audrey, pour effacer la vidéo originale. Je n'ai pas pu le faire, alors j'ai gardé le chèque. Je ne l'ai jamais encaissé. Sterling a tenté de formuler une objection. Le juge l'a fait taire immédiatement. Et puis est venu le coup de marteau. Le jugé ne l'a même pas regardé. Sur la base des preuves accablantes, et de l'intention claire du général Harrison Thorne, je tranche en faveur du capitaine Page Mercer. La maison est à elle. Le fond lui revient. Et cette cour conclut qu'il n'y a aucun fondement aux allégations d'incompétence mentale, ou d'instabilité. Le marteau a frappé de nouveau, définitif, et bruyant. Et, juste comme ça, la guerre a pris fin. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas jeté un œil à Isolda. Je me suis tourné vers la porte, et je suis sorti dans la chaleur de la Géorgie. Le ciel était vaste, et ouvert. Pas de nuages, juste le soleil. Je suis resté là, un long moment. J'ai laissé le soleil réchauffer mon visage. Je l'ai laissé brûler les derniers vestiges de givre de cette salle d'audience. La maison n'était pas seulement mienne. C'était mon histoire. Et enfin, elle avait été racontée. Quand le marteau du juge est tombé, il a résonné dans ma poitrine comme une porte qui se ferme. Non pas sur la justice, mais sur un chapitre de ma vie, que j'avais passé des années à essayer de réécrire. Nous avions gagné. La maison m'appartenait légalement. Les mensonges avaient été exposés au grand jour, mais je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais vide. À l'extérieur du tribunal, les journalistes criaient mon nom. Les flashs des appareils photo crépitaient. J'ai vu le général Vance se tenir à mes côtés, toujours aussi stoïque, mais je n'ai presque rien enregistré de ce qu'il a dit. Mes oreilles bourdonnaient. Mon souffle sortait en petites rafales contrôlées. J'ai balayé le couloir du regard instinctivement, et elle était là. Geneviève Thorne, ma mère, escortée vers une sortie latérale par Isolda. Elle n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Son silence tranchait plus profondément que tous les noms qu'elle m'avait jamais donnés. C'était son acte final. Ni fureur, ni théâtralité. Juste une rupture silencieuse, comme si je n'avais jamais été à elle. Isolda, bien sûr, n'en avait pas fini avec sa représentation. Elle se tenait sur les marches du tribunal, calme, et sereine devant les micros. Je n'ai fait que ce que n'importe quelle fille aimante aurait fait, disait-elle. Parfois, protéger un héritage signifie faire des choix difficiles. Elle faisait passer la trahison pour un acte noble. Son rouge à lèvres était impeccable, son sourire, mesuré. Le public en redemandait. Je ne suis pas resté pour en entendre davantage. Marcus Finch a tenu la portière de la voiture ouverte, et je me suis glissé sur le siège passager, sans dire un mot. Cette nuit-là, je suis resté assise dans le silence de mon appartement de location, portant toujours le même blazer que pour le tribunal. Je n'avais pas bougé depuis des heures, quand mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Tu as détruit cette famille, devant tout Savannah. J'espère que tu profiteras bien de ton tas de ruines. Pas de je suis désolé. Pas même un je ne suis pas d'accord. Juste une condamnation. Froide et définitive. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Mais il n'y avait rien à dire. Ce tas de ruines, c'était la maison où j'avais donné du bouillon à la cuillère à mon père,
au beau milieu de la nuit. Où j'avais nettoyé ses blessures, et m'étais assise à ses côtés, pendant ses crises. C'était l'endroit où il m'avait, même tardivement, appelé Edoc, avec de la fierté dans les yeux. Pour elle, ce n'était qu'un monument de honte. Pour moi, c'était l'endroit où la vérité avait enfin eu une voix. 2 jours plus tard, Isolda a appelé. Paige. Sa voix était d'une douceur artificielle. Bon, ça a été mouvementé, hein. Mais écoute, le passé est le passé, n'est-ce pas? Il y a un gala de charité ce week-end au club, et tout le monde adorerait te voir. On pourrait leur montrer que tu es toujours l'une des nôtres. Toujours l'une des nôtres? J'ai pris une longue inspiration. Non, Isolda, ai-je dit doucement. Il n'y a plus de nous. Les familles ne font pas ce que vous avez fait. Elles ne mentent pas, ne manipulent pas, pour ensuite sourire à travers tout ça, comme s'il s'agissait de l'étiquette autour d'une coupe de champagne. Vous avez enterré la vérité. Vous avez essayé de m'enterrer. Il y a eu une pause. Tu deviens dramatique, a-t-elle dit avec un petit rire. Je suis claire, ai-je répondu. Efface mon numéro. Je suis sérieuse. Et j'ai raccroché, juste comme ça. Ce n'était pas facile. Ma main tremblait. Mon estomac était noué. Mais au moment où l'appel s'est terminé, quelque chose en moi s'est desserré, comme si je sortais enfin d'une pièce sans air. J'ai passé la semaine suivante seule dans cet appartement, à déballer des cartons provenant de la maison qui était désormais la mienne. L'odeur du vieux bois de pin, et de l'huile de citron des parquets, me suivait. Je bougeais prudemment, soulevant les vieux cadres photos, et les certificats, un par un. Ils ne signifiaient plus rien, maintenant. Ils étaient les vestiges d'une guerre, qui avait coûté plus cher que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai trouvé une photo de moi et de mon père. Je devais avoir 6 ans. Il était en uniforme. J'étais sur ses épaules. Nous sourions tous les deux. Je l'ai posé face vers le bas, dans le tiroir, et je l'ai refermé. Tourner la page est un mythe. Il n'y a que le choix, de cesser de rouvrir la blessure. Un dimanche matin, je suis entré dans la maison, ma maison maintenant, et je me suis tenu dans le hall. La lumière affluait du vitrail au-dessus de ma tête, projetant des motifs colorés sur le sol. L'endroit paraissait différent, désormais. Plus petit, plus silencieux, plus honnête. Je ne savais pas si j'allais y vivre. Je n'en étais pas encore sûr. Mais il m'appartenait. Pas seulement l'acte de propriété, mais la mémoire, la douleur, le combat, et le choix de ce qu'il fallait en faire, pour la suite. J'ai passé l'après-midi à nettoyer le bureau, non pas parce qu'il était sale, mais parce que j'avais besoin de me réapproprier l'espace. J'ai trouvé le journal intime de mon père, glissé entre 2 livres de droit. Je ne l'ai pas lu. Pas à ce moment-là. Je l'ai simplement posé sur le bureau, et je suis parti. C'était une décision pour un autre jour. Plus tard dans la soirée, je me suis fait une tisane à la camomille, et je me suis assise sur le porche arrière, regardant le jardin. Le magnolia était toujours là, toujours en fleurs. L'air sentait la pluie, et quelque chose d'ancien en train de s'effacer. Je suis revenu à la maison de Kingston Drive un mardi après-midi, une semaine après le verdict. Les volets blancs étaient délavés, les azalées avaient envahi l'espace, et les carillons du porche arrière n'avaient pas bougé depuis des mois. Je n'avais pas l'impression de rentrer chez moi. J'avais l'impression de marcher dans un livre d'histoire, un livre que je n'étais pas sûr de vouloir continuer à lire. Les premières nuits, je n'ai pas défait mes valises. Je dormais sur le canapé de mon ancienne chambre, enveloppé dans une couverture piquée, qui sentait encore un peu le cèdre, et les vieux livres. La maison craquait, comme si elle faisait son deuil, elle aussi. Mais je ne me suis pas précipité pour la changer. Je n'ai pas jeté les meubles, ni frotté les murs. J'ai simplement vécu dedans. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de mon père, j'ai préparé des dîners tranquilles, et j'ai laissé le silence m'apprendre à respirer de nouveau. Un matin, j'ai ouvert la porte de derrière, et je me suis tenu dans la cour, avec une tasse de café noir. Le soleil commençait tout juste à toucher la cime des chênes verts. J'ai regardé le coin du jardin, où l'ancien magnolia se tenait autrefois, mort, brisé, et finalement retiré, après qu'un ouragan l'eût abattu des années auparavant. J'ai pris une pelle, j'ai marché de l'autre côté du jardin, celui qui recevait plus de lumière, et j'ai commencé à creuser. L'après-midi même, j'ai planté un nouveau magnolia. Non pas en hommage au passé,
mais comme le marqueur de quelque chose de différent. Quelque chose de choisi. Au centre de transition pour les femmes vétérans de Savannah, je n'étais pas le capitaine Mercé. J'étais juste Paige. J'ai commencé à assister aux séances de groupe du mardi, écoutant plus que je ne parlais. Des femmes de toutes les branches s'asseyaient dans ce cercle. Noires, blanches, hispaniques, des mères, des veuves, des femmes silencieuses, des femmes brisées, des femmes drôles. Une femme nommée Carla avait perdu une jambe à cause d'un engin explosif improvisé, à Kandahar. Une autre, Monica, luttait contre des terreurs nocturnes, pires que les miennes. Nous partagions du café, des biscuits rassis, et des silences chargés de sens. J'ai raconté mon histoire lors de la 4e semaine. Pas le désordre juridique, ou le drame du tribunal, mais la partie qui venait après. Sur le fait de traverser le chagrin, sans carte, sur le fait de colmater les murs, d'une maison qui sentait les vieux fantômes. Elles n'ont pas applaudi, ni ressenti de pitié pour moi. Elles ont hoché la tête, car elles comprenaient. Nous sommes devenus une famille étrange, balafrée, et magnifique. Nous fêtions les anniversaires avec des cupcakes, et de mauvais karaoké. Nous nous asseyions au bord des lits d'hôpital, quand l'une d'entre nous tombait malade. Et parfois, quand l'air semblait trop lourd, nous restions simplement assises dans la même pièce, sans dire un seul mot. Un samedi, j'ai ouvert le tiroir de l'ancienne armoire de mon père. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu doux, se trouvait ma médaille d'honneur. Je ne l'avais pas regardée depuis des semaines. Je ne l'ai pas affichée sur le mur, ni placée dans une vitrine en verre. Je l'ai posée dans ce tiroir, à côté d'une photo de mon père, m'apprenant à appâter un hameçon, quand j'avais 7 ans. C'était la seule photo de lui, où il souriait sans son uniforme. Ce tiroir n'était pas un sanctuaire. C'était un rappel que la survie est, elle aussi, une forme de bravoure. Les jours se sont allongés. J'ai réparé les volets, peint la balancelle du Porsche, appris à faire du pain au levain sur YouTube, et échoué 4 fois avant d'y arriver. Une voisine, Madame Coleman, qui m'ignorait autrefois, a apporté des tomates de son jardin, et m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour l'entretien de la pelouse. Je lui ai répondu que oui, et nous avons ri, du fait que je savais panser des blessures par balle, mais que j'étais incapable de faire fonctionner un coupe-bordure. La maison a commencé à paraître différente. Plus chaleureuse, comme si elle appartenait à quelqu'un, qui avait cessé de fuir. Je suis tombé sur une citation, un soir, en parcourant un blog de Brené Brown, la vulnérabilité, ce n'est pas gagner ou perdre. C'est avoir le courage de se présenter, et d'être vu, même lorsque nous n'avons aucun contrôle sur le résultat. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Cette phrase a recousu quelque chose à l'intérieur de moi. Je m'étais présenté. J'avais laissé les autres me voir, même lorsque j'avais envie de disparaître. Un matin, au début du printemps, j'ai marché jusqu'à l'arrière-cour. Le jeune magnolia avait survécu à l'hiver. Sa première fleur s'était ouverte, d'un blanc crémeux, défiant l'argile rouge de la Géorgie. Je suis resté là, pieds nus dans l'herbe humide, laissant ce moment m'envahir. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Ma mère ne s'est jamais excusée. Isolda n'a jamais fait de prison. Le nom de famille avait toujours plus de poids à Savannah, qu'il n'en avait jamais eu dans mon cœur. Mais pour la première fois, je ne vivais plus dans son ombre. Cette maison n'était plus la leur. Elle était la mienne. Le jardin était le mien. La paix, durement gagnée, m'appartenait, et cela suffisait. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, merci d'avoir marché à mes côtés. Cette histoire ne parlait pas seulement de ma bataille. Elle parlait des guerres silencieuses, que tant d'entre nous mènent, derrière des portes closes. Si quelque chose, dans mon parcours, vous a rappelé le vôtre, je serais honoré d'en entendre parler. Partagez un souvenir dans les commentaires, ou dites simplement « Je suis là ». Et si ces histoires vous parlent, envisagez de vous abonner, pour que nous puissions continuer à trouver notre chemin, ensemble.